Salut à tous, salut à toutes si vous nous rejoignez J-991 avant la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. Alors si vous nous découvrez aujourd'hui, alors déjà c'est pas grave, hein, parce qu'il y a eu qu'une seule émission depuis le début, mais comme vous pouvez le comprendre au titre, pendant 2 ans et demi, nous allons suivre 4 athlètes dans leur préparation aux Jeux de Paris. Aujourd'hui, on reçoit donc Valentin Bello. Salut Valentin, comment est-ce que tu vas? Salut Laurie, ça va super bien, tranquillement, début de semaine, en douceur. Ouais. Salut Martin, toi tu étais déjà là pour la grande première. Comment tu vas Martin? Impeccable, ravi de vous retrouver également. Je vois que Alexis est déjà dans le chat. Il y a déjà du monde, donc tout se passe bien. J'espère qu'au niveau son, tout se passe bien. Dites-nous, n'hésitez pas. On est toujours en train d'apprendre Au tous niveau de ensemble dans l'image le chat. aussi. Dites-nous si ça se passe bien pour vous. Au niveau de l'image aussi, mais logiquement ça va. Donc il est 20h25, maintenant on va pouvoir commencer l'émission. Je te laisse la parole Martin. Et on va commencer direct par le gros sujet qui a agité le sport de Valentin, donc le pentathlon moderne la semaine dernière. Donc pour l'instant, pour ceux qui découvrent, le pentathlon
moderne, c'est de l'escrime, de la natation, de la course à pied, du tir et de l'équitation. Mais je dis, on a appris que la tir, enfin, en tout cas, ouvrait une. Donc après les Jeux de Paris, on peut le dire, il n'y aura plus d'équitation en fait en pentathlon moderne. Donc Valentin, déjà ta réaction quand tu as appris ça, comment est-ce que tu as accueilli la nouvelle? Bah déjà, nous, de notre côté, on avait eu une pré-annonce le week-end dernier, comme quoi il allait y avoir des annonces cette semaine. Jeudi, quand on a appris la volonté de la Fédération internationale d'enlever l'épreuve d'équitation après les Jeux de Paris 2024, ça nous a assez surpris parce que, en tant qu'athlète, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, assez rapidement, c'était tous les athlètes, on était quasiment 700 à se rassembler pour se mettre tous au jus parce qu'on trouve un peu la décision prématurée, surtout qu'il y a beaucoup de possibilités qui n'ont pas été essayées par la Fédération internationale. Et du coup, c'était un peu prématuré comme annonce, sachant qu'on n'avait pas travaillé autour. Et du coup, tous les athlètes, on a été un peu bouche bée, quoi, comme si une décision avait été prise sans nous en parler, alors que une fédération, ça tourne avec des athlètes. Sans athlètes, il n'y a pas de fédération. Donc, assez surpris. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce, que oui, ils ont une volonté de changer, ils ont une volonté d'améliorer, mais comme il y a toujours eu dans le pentathlon, à chaque Olympiade, on essaye de dynamiser le projet, dynamiser le sport. Chaque épreuve est aujourd'hui passée un peu dans cette case-là, sauf l'épreuve d'équitation qui n'a pas trop bougé depuis qu'elle s'est lancée. Donc il y a des changements qui peuvent vraiment intervenir rapidement et dynamiser l'épreuve et la rendre aussi plus équitable. Mais ça, on en discutera un petit peu après. Et du coup, assez surpris, donc on s'est tous mis en commun pour commencer à travailler avec la Fédération internationale. Et depuis ce matin, il y a des tables rondes qui sont organisées pour discuter de la suite. Donc ça a fait peur sur le coup, mais finalement, en fait, ouais, beaucoup d'effets d'annonce. Et maintenant, on va passer dans une phase de travail pour voir déjà tout ce qui est possible de faire avec l'épreuve d'équitation de maintenant. Et après, envisager s'il y avait changement. Mais je pense que d'abord, il y a une grosse partie de travail sur le maintenant pour cette épreuve. Est-ce que selon toi, c'est arrivé, ça s'est peut-être précipité avec, notamment l'incident donc qui avait fait beaucoup parler, aux derniers Jeux donc, avec, l'athlète allemande, Annika Schleu qui avait eu des problèmes avec son cheval. On était passé d'une image, où finalement on était très peiné pour elle à malheureusement au bad buzz que ça a créé avec la maltraitance de son cheval. Est-ce que pour toi, ça a été finalement le bad buzz qui a un petit peu accéléré les choses, quoi? Ouais, c'est sûr, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais ça fait quelques années il y a des carences au niveau des règles, il y a des dysfonctionnements au niveau de cette épreuve qui amènent des situations comme ça. Moi, je me vois au championnat du monde en 2017 au Caire, où mon cheval arrive sur le tour, il y a des drapeaux qui s'agitaient, et du coup, il a refusé de sauter. Et du coup, j'ai dû saluer et partir de mon tour. Et ça, c'est des choses, c'est très frustrant en tant qu'athlète. Après, on arrivait à être violent sur le cheval ou maltraiter le cheval. Non, loin de là, parce que moi, j'ai grandi au sein de la garde républicaine, comme mon père était garde républicain. Donc, j'ai grandi avec 600 chevaux autour de moi, donc j'ai appris à cohabiter avec. Donc le geste, non, je ne l'ai pas aimé, surtout que normalement, il y a un nombre de coups de cravache qui est censé être respecté, et puis même l'entraîneur qui intervient. Donc émotionnellement, ils étaient super hauts, mais cette situation, elle arrive avec une carence de règles. Aujourd'hui, parce qu'en fait, les cavaliers, enfin les chevaux en compétition, sont pris deux fois. Il y a les 18 moins bons du classement qui les montent, et après les 18 meilleurs du classement qui les montent. Donc quand on est dans les 18 meilleurs, comme l'Allemande qui était en tête, le cheval a déjà été monté et il y avait déjà eu des problèmes avec une athlète russe qui n'avait pas pu terminer son tour. Sauf qu'en pentathlon, contrairement à l'équitation, la désobéissance n'est pas prise en compte. En équitation, une désobéissance a créé une élimination et du coup, le cheval est sorti. En pentathlon, la désobéissance n'était pas prise en compte. Donc rien que déjà avec cette règle-là, si elle existait, le cheval aurait été sorti. Donc l'Allemande serait arrivée avec un cheval qui potentiellement pouvait sauter. Donc ça déjà, c'est une carence dans Et la règle. Valentin, Oui, il y a une règle quand même qu'il faut rappeler, qui est un peu aussi la spécificité de l'équitation en pentathlon,
c'est que tu découvres ton cheval 20 minutes avant l'épreuve. C'est pas comme en équitation traditionnelle où tu vas t'entraîner, tu vas travailler ton cheval, comme vous dites dans le jargon. Là, l'organisateur met à disposition des chevaux et tu as 20 minutes pour faire connaissance avec lui ou avec elle. Et c'est parti pour le parcours de ce d'obstacle. Donc, d'ailleurs, c'était un des points sur lesquels avait insisté ton partenaire en équipe de France, Valentin Prade, qui a réagi aussi à cette annonce en disant qu'il avait des sentiments partagés, que l'équitation était essentielle dans le pentathlon, mais qu'il y avait forcément des choses à améliorer. Bon, là, pour le coup, on a quasiment décidé de supprimer la chose, donc il n'y a plus rien à améliorer. Mais est-ce que toi, tu étais d'accord aussi avec ça, le fait qu'il y avait des choses quand même à réformer, à imaginer pour améliorer l'épreuve? Ouais, le fin mot de l'histoire n'est pas arrivé, on ne sait pas encore hein, si elle sera vraiment et réellement remplacée. Là, vu le mouvement des athlètes, vu comment on y travaille, c'est du 50-50 aujourd'hui, c'est pas définitif. Ouais. Ce qui est clair, c'est que l'épreuve va clairement évoluer, ça va passer sous un autre format avec d'autres règles. Maintenant, est-ce qu'on arrivera jusqu'au changement d'épreuve? Ça, c'est pas sûr. Mais du coup, ouais, avec ce tirage au sort, il y a des règles simples D'accord, c'est pas encore aujourd'hui. fait. Non, c'est pas encore fait. Et en fait, au niveau des règles, sur les chevaux sont essayés en fait sur ce qui crée un peu ce côté-là en pentathlon d'injustice ou de loterie, c'est que tous les chevaux qui sont essayés, qui sont retenus sur le tour, peuvent avoir fait des barres sur leur tour d'essai. Donc des fois, on peut se retrouver sur le tour de compétition avec un cheval qui a eu une barre, deux barres, un refus, sachant qu'ils prennent les meilleurs. Donc il y a beaucoup de chevaux qui sont sans faute, mais il y a des chevaux qui ont des fautes. Et c'est pas pris en compte aujourd'hui dans les règles. Donc pareil, entre la désobéissance et la prise en compte du résultat du cheval sur les essais, par exemple un cheval qui a fait deux barres, il rentre sur l'épreuve avec deux barres de bonus, bah là on rééquilibrera cette épreuve-là. Et c'est des propositions comme ça qu'on est en train de travailler avec les athlètes à la Fédération internationale, parce que c'est plein de petites choses qui finalement fluidifieraient l'épreuve, la glisseraient et la rendraient vachement plus dynamique. Est-ce qu'il y avait eu parce que j'ai lu notamment un article avec le vice-président de l'Union internationale de pentathlon moderne qui disait que finalement c'était une, une décision, enfin une décision du coup, c'est pas encore, tu l'as dit, c'est pas encore définitif, mais une décision qui avait été réfléchie depuis quelques années déjà, où il y avait aussi la notion de coût qui entrait en compte, le fait de vouloir rendre le pentathlon moderne aussi plus accessible, sachant que l'équitation était du coup une discipline plus chère. Est-ce que c'est des choses dont vous aviez entendu parler avant cela, avant tout ça? Oui, on en avait entendu parler. Moi, j'en ai discuté aussi avec mon DTN, mais à titre très, très léger. C'était pas comme si on en discutait pour le lendemain, comme il y a eu l'annonce. Et oui, on en avait discuté. C'est ce qui fait que le pentathlon se renouvelle d'Olympiade en Olympiade. C'est aussi le côté engagement du grand public. Clairement, les Jeux Olympiques, il faut des sports où il y a un gros engagement, il y a beaucoup de licenciés à l'échelle mondiale et le pentathlon peine un peu avec ça. On y travaille de plus en plus, mais il y a ce déficit-là et l'équitation n'aide pas forcément tous les pays. Et il y a un côté élitiste du coup avec cette épreuve, même si aucun pentathlète n'a acheté un cheval et en France, une licence de pentathlon, ça revient presque moins cher Ouais. que de pratiquer un autre sport. Mais il y a toujours ces croyances-là et les faits que, oui, pour un organisateur, bah, avoir des chevaux, c'est très vite plus de 100 000 euros dans l'organisation. Donc, ça limite les pays qui peuvent organiser, ça limite les organisateurs. Donc, une autre épreuve ouais, pourrait amener vachement plus de dynamisme, pourrait amener un renouveau. Et ça, c'est un second temps dans les réflexions. Mais ouais, il y a d'autres sports qui pourraient, enfin, d'autres épreuves qui pourraient rendre le pentathlon beaucoup plus dynamique. Mais Mmh. ça serait une autre volonté, un changement de philosophie. Oui. Sachant qu'en plus de ça, pour le coup et On a Alexis dans le chat qui nous demande. Pardon, vas-y, Lauriane. Vas-y, Martin. Non, non, vas-y, vas-y. Donc on nous demande dans le chat ce que ça représente le pentathlon en termes de licenciés en France, dans le monde. Est-ce que tu as une idée, Valentin? En France, on est 6000 licenciés et à l'échelle mondiale, je ne saurais pas le dire. Je sais que ça grossit, surtout via les pays émergents depuis maintenant 6-8 ans.
Il y a l'Inde, il y a beaucoup de pays émergents qui s'y mettent via le laser run. Parce qu'avant de pratiquer le pentathlon moderne, on peut commencer par l'épreuve de laser run, de tir-course, de triathlon après en ajoutant la natation. Et il y a beaucoup de séances et beaucoup de pentathlètes qui s'initient par ces épreuves-là. Et ceux qui aiment et qui s'y accrochent, au fur et à mesure, rajoutent l'escrime, puis rajoutent l'équitation. Et puis la question aussi, c'est si jamais il devait y avoir remplacement de la discipline, c'est que on peut pas la remplacer par n'importe quoi, puisque l'idée du pentathlon, pour le coup, c'était d'avoir l'athlète complet, une idée de l'athlète complet. Donc, ça nécessite aussi une discipline qui soit à la fois physique, mais qui du coup ait cette notion de gestion, notion un petit peu plus mentale, quoi. De technique. Et moi là-dessus, en y réfléchissant, parce que je me suis posé un peu aussi, parce que si on y arrivait vraiment à ce changement d'épreuve, je pense qu'intégrer de l'OCR, en fait, c'est des courses à obstacles, et du coup former un quadrathlon, donc commencer par l'épreuve d'escrime, une touche comme on le fait aujourd'hui, et que le classement nous place dans des différentes poules, et après qu'on ait des tours à élimination en enchaînant de la course, du tir, de la natation et des obstacles type OCR, donc à la fois des obstacles qui pourraient être sur le haut du corps, le bas du corps, sur de la proprioception aussi. Et là, on resterait encore dans l'aspect athlète complet. Ouais. Et d'un seul coup, les coûts d'organisation baisseraient énormément. Clairement, il suffirait d'être équipé des obstacles nécessaires. On pourrait aussi s'ouvrir à l'handisport complètement, parce qu'en handisport, on a déjà le laser run, le triathlon, mais l'équitation, c'est plus difficile. Donc, avec un changement comme ça, c'est clair que ça ouvrirait aussi la possibilité au handisport. Et en allant plus loin, même au sport d'hiver, parce que la partie course, si on rajoutait du ski de fond, ça pourrait être le seul sport olympique qui est à la fois présent l'été et l'hiver. Et c'est des choses qui seraient assez innovantes, qui n'existent pas encore. Et c'est des choses complètement possibles. Je sais que c'est des choses que je peux réfléchir. Après, oui, forcément, comme il y a Paris qui arrive tout de suite, les 3 prochaines années, c'est l'équitation. J'ai grandi dedans, mais c'est des réflexions, oui, qu'il faut apporter pour engager le maximum de monde possible dans le sport et dans sa présentation. Mais rentrer sur des courses à obstacles, ça serait canon sur la plage ou même en milieu naturel, montagne. Ça serait possible. Et on n'aurait pas que des sports physiques. Le côté tir, le côté escrime apporterait ce côté complémentarité et la volonté de Pierre de Coubertin d'avoir un athlète le plus complet possible. Mais bon, je sais que pour beaucoup de d'athlètes, on en est encore loin. Mais moi, j'aime bien regarder les deux côtés parce qu'il faut aussi regarder la réalité. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de sports olympiques qui rentrent et qui sortent. Donc, c'est des choses auxquelles je réfléchis et des choses qui me plairaient aussi pour la suite. Ok. Parce que moi, j'ai envie de te dire presque, si on veut avoir un format un peu plus classique où on supprimerait l'équitation pour mettre un autre sport, certains parlent même du vélo, pour garantir l'équité entre les pentathlètes, ce serait plus un pentathlon, mais autant garder les 4 disciplines qui vont rester. Parce que ce qui va gagner ou celle qui va gagner sera toujours un pentathlète ou une pentathlète qui fait partie des meilleurs actuellement avec la formule actuelle. Donc, quitte à garder cette logique de polyvalence et de complémentarité, autant pas en rajouter une couche et pas faire un peu n'importe quoi et avoir un sport à 4 disciplines. Je ne sais pas si pour toi ce serait une bonne idée, mais rajouter le vélo ou autre chose, ça rebasculerait complètement les compétences qu'il faut pour être fort dans ce sport, quoi. Là, c'est vraiment des questions philosophiques aussi de ce qu'on veut du sport. Est-ce qu'on a un côté traditionnel et on veut garder les sports qui ont existé dès le début? Ou est-ce qu'on voit, mais la question se pose dans tous les sports aussi, avec, ça peut être c'était les grandes gueules qui en parlaient samedi, mais sur l'effet d'avoir les oreillettes en vélo ou pas, d'avoir un arbitrage vidéo en foot. C'est plein de choses, c'est assez philosophique. Qu'est-ce qu'on veut du sport? Est-ce qu'on veut un business model, un business plan très rentable financièrement? Et là, pour le cas, faut aller sur l'aspect économique et on va réfléchir au coût, à l'engagement, à combien ça va nous rapporter. Ou est-ce qu'on a envie du sport encore, pas antique parce qu'on en est loin, mais du sport traditionnel? Donc ça, c'est une question de philosophie qui dépasse mon sport. Mais passer sur un quadrathlon, non, je ne trouverais pas ça logique d'enlever une épreuve complètement.
Mais y amener une autre épreuve, ouais, ça serait une vraie révolution, mais ça serait accompagner aussi la volonté qu'accompagne, mine de rien, le CIO avec cette volonté d'intégrer des nouveaux sports. On le voit avec le breakdance, on le voit avec pas mal de sports. Mais en allant plus loin, ça pourrait être un parcours d'obstacles en drone et devenir des pilotes de drone. Mais ça, c'est des questions philosophiques, ouais, mais qui me dépassent. J'ai pas de réponse là-dessus aujourd'hui. Mais ça pourrait être ça le pentathlon du futur, c'est clair. Allez, 2 dernières questions pour finir avec cette thématique. La première qui vient du chat, qui vient de Tokar alias Adrien. Alors, est-ce qu'un cheval qui ne serait pas docile, entre parenthèses, n'aimerait pas faire du saut, peut se retrouver à faire du saut d'obstacle au JO? Est-ce Non. qu'il y a un côté où on va sélectionner des chevaux qui sont volontaires pour faire du sport? Bah, volontaire, on leur donne pas le micro, on leur demande pas s'ils veulent sauter, mais c'est des propriétaires qui font déjà des compétitions. Et en fait, il y a un système où avant les Jeux, en amont des Jeux Olympiques, tous les chevaux sont essayés, donc plus d'un an avant, parce qu'on a des test events. C'est un test sur lieu de la compétition un an avant. Et en amont de ce test event, en fait, il y a beaucoup de propriétaires du pays. Donc là, c'était au Japon, qui ont apporté leurs chevaux, qui ont fait un tour, et seuls les meilleurs propriétaires ont été gardés. Et les propriétaires ont aussi des primes pour les chevaux qui ont les meilleurs résultats, donc des essais avec les propriétaires. Mais à la fin des Jeux, ont aussi une prime pour les chevaux qui ont eu les meilleurs tours avec les pentathlètes, pour inciter à pas amener forcément le meilleur cheval pour son propriétaire, mais le meilleur cheval qui est capable d'être monté par plusieurs cavaliers. Donc du coup, il y a vraiment une volonté de chevaux qui ont l'habitude de chevaux de club d'avoir plusieurs cavaliers sur le dos, pas un seul cavalier. Et on a un tour à 1,20 m, mais peu complexe au niveau des virages, au niveau des trajectoires, ce qui rend un parcours accessible finalement. Beaucoup de chevaux peuvent sauter des tours comme ça. Alors, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup de décalage niveau son avec vous, mais il n'y a pas de problème. Dernière question, Oui, est-ce t'as que toi, 5 Valentin, ça secondes. pourrait remettre en cause ton envie de continuer après Paris 2024 si la formule qui vient après, par la suite, donc sans équitation, en tout cas avec une épreuve d'équitation bien modifiée, est-ce que ça pourrait te donner envie d'arrêter plus tôt? Au contraire, tu te dis, bah, c'est pas grave, en fait, mon sport évolue, je vais évoluer avec lui et on continue comme ça? Moi, je pense que ma nature est de m'adapter, d'avancer, d'évoluer. J'aime bien le renouveau, j'aime bien ce qui change. C'est pour ça qu'étant jeune, je m'étais mis au pentathlon et pas un autre sport, parce que le fait de changer toutes les heures d'épreuve, c'est ça qui m'intéressait. Donc des évolutions, oui, je les accompagnerai. Après, forcément, il faudra que je réalise un deuil, parce que l'équitation, c'est une histoire à part entière dans ma vie. Mais non, c'est quelque chose qui me plairait, parce que c'est des nouvelles dynamiques et des nouvelles compétences à acquérir, à accompagner. Après, je serai plus sur la fin de ma carrière, donc ça sera aussi l'occasion d'y goûter, et pourquoi pas accompagner les jeunes sur, ce nouvel entraînement-là, sur cette nouvelle philosophie-là. Je suis plutôt ouvert, je ne me ferme pas les portes, mais c'est clair que si ça arrivait vraiment le changement de l'épreuve d'équitation, il faudra faire un deuil, parce que c'est une épreuve que j'affectionne. J'aime beaucoup monter à cheval toutes les semaines, et du coup, passer sur une autre épreuve, ouais, ça sera un changement. Ouais. Bon, en tout cas, on devrait attendre les prochaines semaines, j'imagine, voire plus Allez, pour on avoir va passer à une des nouvelle nouvelles, partie de quoi. l'émission. On va... Et Martin qui m'a pas entendu parler encore. Il y a du décalage. Ouais. Non, désolé. Bon, allez, du coup, je vais y aller. On va passer à une nouvelle partie de l'émission. Donc, on va vous emmener avec cette émission jusqu'à Paris 2024, avec Valentin, avec Alexis Fulu, Alexia Richard et Axel Etienne, notre nouvel invité. Mais on va aussi vous parler voilà, au fur et à mesure des actualités de tous les sports, des nouvelles têtes, un peu des athlètes émergents et émergentes qui vont arriver à leur meilleur niveau, en tout cas qui devraient être là à Paris 2024. C'est parti. On va vous parler aujourd'hui du coup de deux jeunes athlètes qui ont été très performants dans leurs sports respectifs la semaine dernière.
On va commencer par les natations avec Analia Pigré qui a participé au championnat d'Europe en petit bassin à Kazan, en Russie. Donc, elle a 20 ans, Analia. C'était sa première sélection en équipe de France senior. Et elle est repartie avec 2 médailles. Donc, une médaille d'argent sur le 50 mètres d'eau. Elle a uniquement été battue par Kira Townsend, la néerlandaise, qui est accessoirement recordwoman du monde. Donc, ça va, il n'y a pas trop à rougir de cette performance. Et elle a établi presque un record de France pour 800e derrière le record de France de Berit Gastadello. Et donc, c'est de bonne augure pour les champions du monde qui vont arriver mi-décembre parce qu'il n'y a que 5 nageuses au monde cette saison qui ont nagé plus vite qu'elle en 26,08. Et juste avant cette finale, elle s'était qualifiée pour la finale du 100 mètres d'eau. Alors là, elle n'était pas du tout aussi attendue. Comme le 50 mètres, elle a fait le meilleur temps des demi-finales. Et le 100 d'eau, elle a fait le 7e temps. Donc elle a nagé tout complètement à l'extérieur, à la ligne d'eau 1, sachant que plus on se rapproche du centre du bassin, plus on a les nageurs et les nageuses favorites. Et là, elle a encore fait une médaille, le bronze, derrière Townsend et une autre néerlandaise. Et là, cette fois, encore un gros chrono. Elle a établi pour le coup le record de France qui datait de 2008. Et c'était un chrono qui était signé d'une fameuse Laure Manodou. Donc voilà, deux grosses performances, deux médailles pour une première sélection internationale. Ça parle, ça cause. Et on va aussi parler d'une des chefs de file de cette génération Paris 2024 qui était à la une de l'équipe MAG cette semaine, c'est Kumba Larocque en lutte libre. Alors, elle est allée chercher cette semaine un 2e titre de championne du monde moins de 23 ans, donc la catégorie espoir. Elle était déjà médaillée chez les grands, chez les seniors, avec le bronze en 2017 et l'argent en 2018. Donc forcément, on s'attendait à une grande saison 2021 de sa part. Elle a gagné les championnats d'Europe, elle a gagné le tournoi de qualification olympique. Malheureusement, elle a perdu dès le premier tour au JO et dès les quarts de finale aux mondiaux. Donc une saison 2021 un peu contrastée pour elle. Mais voilà, elle se relance bien dans l'Olympia de Paris et avec un nouveau titre qu'il faut aller chercher quand même. Donc bravo à elle. À la Ouais, classe, super. bravo. On se posait la question d'ailleurs, Valentin, par rapport aux premiers Jeux Olympiques. Alors c'est pas le cas de Kumba par exemple, mais est-ce que on a tendance à se dire c'est nos premiers Jeux, on va être forcément être un peu plus indulgent avec nous, ou finalement de l'autre côté on se dit ouais mais c'est les premiers, je veux essayer déjà de taper fort quoi. Mais il y a vraiment 2 catégories. Les 2 exemples, moi en 2016, sur mes premiers jeux, je fais champion du monde 2 mois avant. Donc finalement, je passe à être avec une grosse target dans mon dos. C'était mes premiers jeux, j'étais tout jeune, j'avais beaucoup de pression et pas de travail mental et tout à côté. Ouais. Je vois sur ces jeux avec Romain Canon en escrime, qui est champion olympique, et qui lui, on les appelle les underdogs, je crois que c'est sorti comme ça à l'international pour ces Jeux olympiques, avec des jeunes dès leur première sélection. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas de vérité, ça dépend vraiment de comment on est arrivé aux Jeux olympiques, est-ce qu'on s'est qualifié avant, après, Ouais. est-ce qu'on y allait en tant que leader ou pas. Mais c'est clair que c'est une compétition à part entière et ça dépend aussi de sa vie, de sa conception, comment on a grandi. Romain, il a une belle histoire à l'international en ayant grandi sur un système très américain, donc très professionnel très tôt dans le sport, qui lui a beaucoup servi et finalement il a appris qu'il était sélectionné moins de 2 mois avant les Jeux. Et du coup, à surfer à fond sur les good vibes et aller jusqu'au bout, jusqu'au Graal. Donc ouais, non, je pense qu'il n'y a pas de vérité, ça dépend un peu du parcours et de comment on y est venu. Mais voilà. Bon bah ok, super. Martin, t'as quelque chose à ajouter? Bon, je te laisse enchaîner. Pour une fois, je vous entendais à peu près au même moment, donc je vous laisse. C'est vrai, incroyable. Un jour on va y arriver, tu vois, on aura une émission du tonnerre. Une autre info concernant les JO, mais plus économie cette fois-ci, c'est tombé dans la presse il y a une dizaine de jours maintenant, c'est l'attribution de 10 millions d'euros supplémentaires pour le sport de haut niveau en vue de la prépa à Paris 2024. Alors, on le sait, hein, Emmanuel Macron avait affiché les ambitions de
de la France, voilà, d'atteindre le top 5 mondial, sachant qu'au jeu cette année, donc la France avait rapporté 33 médailles. Il avait laissé passer le message comme quoi c'était pas suffisant. Là, on annonce donc 10 millions d'euros de plus pour le budget 2022. Donc c'est une somme qui sera, pour finir, c'est une somme qui sera versée donc à l'Agence nationale du sport pour aller au bout de l'explication. La question finalement, Valentin, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'était posé quand Emmanuel Macron avait fait cette remarque-là aux athlètes olympiques et paralympiques médaillés en septembre. Est-ce que c'est pas trop tard finalement? Un petit peu, on le voit avec les Anglais qui avaient déjà commencé à investir plus de 8 ans avant les Jeux. Nous, ça arrive assez tard. Qui vont se mettre en route, des gros travaux, la piscine des Jeux. Et dans les 10 millions d'euros, ce pas des 10 millions qui vont directement pour nos entraîneurs, pour nos préparations. Il y a un gros budget qui va pour tout ce qui est infrastructure pour les Jeux et pour l'héritage pour après les Jeux. Donc oui, il faut plus déjà avoir les détails, parce que nous, on ne les a pas, les détails de qu'est-ce qu'on va avoir en tant qu'athlète à la fin. Mais oui, forcément, c'est un peu tard. Après, le président, je pense qu'il n'avait pas voulu le faire d'une mauvaise manière, mais c'est vrai que finalement, quand il a fait son annonce qu'il n'y avait pas eu assez de médailles, il était là avec que les athlètes médaillés, les athlètes qui avaient rapporté des médailles. Donc j'ai l'impression que c'était pas forcément le bon endroit, mais ouais, derrière ça, il y a une volonté de vouloir faire briller la France, de vouloir avoir plus de résultats. Et du coup, oui, qu'il y ait plus de financement, qu'il y ait plus d'accompagnement, c'est bien. Après, il faut voir quelle forme ça prend et qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'arrivée de tout ça. C'est vrai que tu dis que 3 ans, c'est pas beaucoup comparé aux Anglais qui eux-mêmes ont quand même eu une Olympiade de 2012 basée sur leur sport fort à la base. Le cyclisme sur piste, ces sports-là. Les sports qui ont vraiment progressé par la suite, l'athlétisme, la natation, c'est venu par la suite. Les Adam Peaty, les Dean Asher-Smith, et ils sont arrivés plus tard. De titres et de médailles. Si on reprend l'exemple de l'athlétisme, les Greg Rutherford, je ne sais pas si peut-être tu te souviens je crois qu'en 2 heures, ils avaient gagné 3 titres en athlé ou un truc comme ça avec la longueur. Greg Rutherford, Ellis Hill en heptathlon et du coup Mofara, alors le 5000 ou le 10 000 mètres, je ne sais plus. Nous, peut-être qu'on peut faire ça, mais est-ce qu'on a aussi déjà les 2, 3, 4 potentiels médaillés ou championnes olympiques dans chaque sport? Est-ce qu'on n'a pas ce retard de 5-10 ans de formation derrière aussi, quoi? Est-ce qu'à l'échelle du pentathlon, tu peux le voir, même si au final, vous êtes parmi les fédérations où on a l'impression que vous êtes top 5 mondial tous, quoi. Donc c'est assez impressionnant, mais est-ce qu'il y a la profondeur, la profondeur de banc, comme on dit en foot? Après, c'est ça, on parle beaucoup de sport en France, mais est-ce qu'on est vraiment sportif de nature? Ça, j'en suis pas si sûr. Après, oui, il y a du monde qui fait du sport. Après, les Anglais avaient priorisé sur les médailles, sur les sports qui rapportaient beaucoup de médailles, la natation, l'athlé, et avaient moins favorisé les sports par équipe qui engageaient beaucoup de budget et qui n'avaient qu'une seule médaille au bout. Mais finalement, on a vu qu'à Tokyo, les sports qui ont ramené le plus de médailles, c'est les sports co en France. Donc, arrêtez de les financer, moins les financer à 3 ans des Jeux, c'est aussi une grosse prise de risque. Donc le système anglais, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement applicable. Émerger au maximum les jeunes athlètes, mais non, on ne pourra pas avoir la profondeur du système anglais qui, pendant 8 ans, a investi sur la formation, sur les entraîneurs. Après, il y a une volonté de l'agence de vraiment investir. Il y a des entraîneurs étrangers qui sont revenus en France, donc il y a des dynamiques qui se lancent. Après, faudra attendre d'être au jeu pour avoir le résultat, parce que on en est loin, mais je pense que la France a encore à définir sa position pour le sport, mais aussi pour les Jeux, dans quelle philosophie et comment elle va faire le meilleur choix possible pour avoir le maximum de médailles. Pour moi, c'est pas clair aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un peu, au final, les défauts de nos qualités. Il y a même les États-Unis, je pense, n'ont pas la polyvalence. Le nombre de disciplines où la France est présente est quand même hallucinant.
du ski alpin au plongeon, à la natation, en passant par l'équitation, l'escrime, il n'y a Ouais, pas. c'est vrai. Même les sports auto, le rallye, les Français ils sont super forts. Mais ouais, il y a peut-être pas on n'est pas le Kenya où il y a pas où on a l'athlétisme où on domine, le tennis de table pour les Chinois, le ski de fond pour les Norvégiens. C'est aussi l'ADN, c'est d'être fort partout. Donc comment est-ce qu'on switch de logiciel aussi? Parce que le discours présidentiel, le discours de tout le monde, c'est pas aller au JO et faire top 10, c'est aller au JO et faire médaille. Mais il y a un Ouais. truc aussi qui coince en France. Moi, je l'ai senti en tant qu'athlète quand j'ai commencé à avoir des résultats et du coup un peu plus d'argent, de partenaires. C'est qu'assez vite, ma fédération a dit, mais on arrête de t'aider. Donc il y a aussi le côté sport pour tous. Sauf que pour aller chercher des médailles olympiques, on rentre dans une certaine forme d'élite, donc des budgets qui changent. Et le sport pour tous va pas avec ce projet-là. Les Anglais avaient très bien choisi de beaucoup aider le sport professionnel en vue des Jeux. Et le sport pour tous était accompagné différemment, mais il y a aussi à trancher sur ce côté-là, parce que si on veut faire des médailles, on ne peut pas investir sur tout le monde, et si on investit sur tout le monde, on ne va pas pouvoir donner une chance aux athlètes élites d'aller investir pour des meilleurs stages, pour avoir des meilleurs staffs, pour avoir des meilleures préparations. Et je pense qu'on n'en parle pas, mais on reste bloqué sur ces problèmes-là, en fait. Parce que vouloir faire des médailles, mais s'il n'y a pas l'investissement derrière les athlètes, c'est pas possible. Et du coup, c'est des questions assez fondamentales, mais même à l'échelle de la France, comment on voit le sport, comment on veut en faire. Donc les Anglais, c'était de prioriser l'élite, les côtés américains, c'était de soit être dans du sport social, et là c'était du sport pour tous, mais dès l'instant qu'on voulait se lancer dans un projet professionnel, on allait démarcher des entreprises privées, on allait Ouais. accompagner tout ça. Et je pense sur quoi là, les Jeux de Paris 2024 vont beaucoup reposer, c'est sur ce qui avait été créé par l'ancien ministre des Sports, Thierry Braillard. C'est le pacte de performance qui a été lancé il y a maintenant 8 ans. Il y a plus de 140 athlètes aujourd'hui accompagnés. Et donc, finalement, ça va faire 8 ans que des athlètes sont déjà accompagnés financièrement par des entreprises. On en parle peu, mais ça avait déjà aidé beaucoup à sortir des athlètes du seuil de pauvreté, tout simplement. Et ouais, se reposer, continuer d'alimenter ça. Mais c'est des questions philosophiques encore qui dépassent en tant qu'athlète. C'est des vrais choix de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un bel événement, avoir beaucoup d'athlètes, ou est-ce qu'on veut aller chercher des médailles et c'est vraiment ça? Il y a certains pays comme la Chine, c'est vraiment important pour eux d'être en tête des tableaux des médailles. C'est des enjeux stratégiques. Est-ce que la France, on est là-dedans? Je ne sais pas. Ça me dépasse un peu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, voilà. Ça avait coupé, je ne vous voyais plus. Voilà, c'est tout. Oui, tu es de retour. C'est bon. Allez, on va passer, je pense, on va pouvoir passer à la troisième partie de l'émission. Du coup, on va reparler un peu plus en longueur et on va prendre le temps de parler d'une partie de ta vie, Valentin. Donc, on va partir vraiment du début, de ton enfance, jusqu'à ton premier titre mondial que tu allais chercher en 2016. On a reperdu Laurie. Alors, pendant que tu nous racontes un peu ton enfance, tu parlais de la garde républicaine. Je vais aller lui remettre sa petite caméra. Donc voilà, je te laisse nous raconter un peu de quel genre d'enfant tu étais un petit peu, dans quel cadre tu as grandi, quel était ton environnement familial. Voilà, on t'écoute. Moi, j'ai grandi dans la banlieue parisienne. J'ai grandi en étant un peu hyper actif. Donc à l'école, ça a vite coincé parce que rester assis toute une journée sur une chaise, c'était vite compliqué pour moi, ce qui a assez vite amené à ce que mes instituteurs demandent à mes parents de m'envoyer travailler avec un psychologue. Et là, à ce moment donné-là, mes parents ont dit non, c'est juste qu'il a trop d'énergie, donc on va l'inscrire dans les clubs de sport, on va le mettre au sport. Et j'avais commencé par le judo, qui est un super sport pour se canaliser aussi avec les valeurs en étant jeune. Et du coup, j'avais commencé par ça. J'avais fait un peu d'escalade, de course. Et finalement, à l'école, ça s'était résolu d'un seul coup parce que j'avais ma dépense énergétique nécessaire. Et quand j'arrivais à l'école, j'avais la jauge comme tout le monde, comme tous les autres enfants.
Donc, ce souci-là, je l'avais réglé comme ça. Et assez vite, j'avais un club de pentathlon moderne à la garde républicaine à Vincennes, où j'habitais. Et mon grand frère en faisait, j'ai voulu essayer. Il n'y avait pas de licence avant l'âge de 8 ans à l'époque. Du coup, j'avais fait pendant un an sans licence parce que j'avais tanné l'entraîneur de me prendre. Il avait fini par accepter et j'avais commencé par du coup du tir, de la natation et de la course. À l'époque, on était au tir à plomb, c'était pas une épreuve de laser run, c'était différent. Donc c'était pour ça que les jeunes ne pouvaient pas commencer aussi rapidement. Aujourd'hui, on est sur du tir laser, donc une fois qu'on a expliqué aux gens de ne pas le mettre dans l'œil, il n'y a pas de danger immédiat. Et je suis venu comme ça au pentathlon, ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite été bon. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au bout de 40 minutes, on changeait de sport, on passait à un autre. Et donc, c'est comme ça que je me suis accroché au pentathlon. Jusqu'à 14 ans, j'en ai fait en club comme ça à Paris. Et après, à 14 ans, j'ai préparé les tests pour entrer en sport-études à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai été pris, et du coup, j'ai fait la fin du collège et tout mon lycée à Font-Romeu en sport-études. Donc là, c'était le changement, passer de vivre chez soi à la vie d'internat avec 200 internes dans des chambres de 4, alors que chez moi, j'avais ma chambre à moi. C'était pas mal de changements, mais génial, une belle expérience. Je découvrais un Parisien qui habite à la montagne du jour au lendemain, avec les saisons mortes quand il n'y a personne. Donc au début, assez impressionnant, assez difficile, mais j'ai su me servir de mes qualités en rencontrant les gens, en discutant avec des jeunes qui habitaient là-bas. Il y avait des jeunes pentathlètes qui étaient originaires de là-haut, qui sont parmi mes meilleurs amis aujourd'hui. Et du coup, passer le premier hiver, après le week-end, on allait chez eux. Et après, j'ai découvert une nouvelle région où le samedi, quand on terminait les cours à 11h, à 11h30, on était sur les pistes, on allait skier tout l'après-midi. C'était des choses mais fabuleuses en fait. On est très tourné activité sportive là-bas à la montagne. C'était une autre vie, on n'allait pas en boîte et on n'allait pas au ciné tout le temps où on sortait pas comme à Paris, comme j'avais pu connaître un petit peu la vie parisienne. Mais non, c'était une autre vie plus saine, plus différente et avec ce côté un peu, le fait d'être loin de tout, beaucoup de rapports sociaux, on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup et ça a forgé des belles amitiés. Et, c'était une partie assez plaisante. Et du coup, en 2008, j'ai décroché mon bac et là, j'ai été recruté par l'équipe de France à Paris, à l'INSEP, où je m'entraîne actuellement. Et du coup, là, c'était génial. Je rentrais dans le grand bain. J'arrivais à l'INSEP où Teddy Riner s'entraîne, où les plus grands sportifs français des sports d'été s'entraînent. Et c'était un rêve parce que avant de partir en sport-études à Font-Romeu, à 13 ans, on avait eu l'occasion de visiter l'INSEP avec mon collège parisien et j'avais dit à ma classe que je serais là plus tard. Tout le monde avait rigolé. Mhm. Et finalement, j'arrivais là, c'était un joli clin d'œil et c'était assez sympa. J'en étais tellement loin. Quand je l'avais dit, oui, c'était prématuré parce que j'étais hyper loin de tout ça. Mais j'y suis arrivé et du coup, ouais, intégrer l'INSEP, c'était un rêve pour moi, c'était génial. Et une fois que j'avais intégré l'INSEP, après, c'était de gagner à l'international et j'ai commencé à gagner mes premières compétitions européennes, mondiales. Et après, je me suis qualifié aux Jeux Olympiques. Donc, c'est tout un parcours qui est sport. On pourra discuter, échanger avec d'autres sportifs. Après, il y a des sportifs qui sont plutôt fermés, qui restent dans leur sport. Mais j'ai toujours eu cette volonté d'ouverture, de savoir ce qui se fait ailleurs pour en tirer le meilleur. Et, parce que c'est via la discussion, les échanges avec tout le monde qu'on fait un peu le tri. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Et comme ça qu'on avance, qu'on se fait son expérience. Et c'est comme ça que je continue d'avancer, m'entraîner. Je m'entraîne avec des pentathlètes, mais je m'entraîne aussi beaucoup avec des sportifs d'autres sports. Je travaille avec une chorégraphe de danse, je travaille avec une psychologue, je travaille avec beaucoup de gens qui gravitent autour et qui ont tous le même point commun, c'est d'être des passionnés dans leur domaine. Et comme c'est des passionnés, on a les mêmes moteurs et c'est ça qui fait nos connexions. Et comme ça qu'on avance et je trouve ça assez intéressant comme style de vie, comme pratique. Tu disais que ton frère faisait du pentathlon aussi. Dans la famille, le sport, c'est quelque chose de bien ancré en fait. On en a fait très jeune, on en faisait, mais pas forcément en club. C'était plus mes parents, je sais qu'ils avaient touché un peu à tous les sports, mais sans en faire de manière professionnelle. Je suis le premier à en faire de manière professionnelle. Mais oui, l'hiver, on allait faire du ski ou des randonnées, et pareil l'été. Donc il y avait quand même ouais, une envie de se dépenser, de se tourner vers beaucoup de sports nature. Et mon frère s'est arrêté plus tôt, mais moi j'ai eu l'envie de pousser ça plus loin.
Elodie, ma compagne, elle avait des parents sportifs professionnels, donc elle connaissait déjà le milieu. Mais moi, le sport pro, je l'ai découvert. Même mes parents, au début, m'obligeaient à continuer les études, à continuer Ouais, tout ça. Parce qu'on dit, si ça s'arrête, il va rien avoir. ouais, Et ouais. parce qu'ils ne savaient pas qu'en tant que sportif professionnel, on peut gagner sa vie, on peut avancer. Et on développe un autre champ de compétences qui sont aussi valables. Et du coup, ouais, c'était un bon apprentissage pour mes parents quand je leur ai dit, je crois à 21 ans, une licence en pôle, bon, c'est bon, maintenant j'arrête et je me consacre à 100% parce que tous les étrangers, ils font que ça tous les jours. Et si moi, je Ouais, prends du temps pour autre chose, il faut être capable de faire un focus et je l'ai senti un peu plus tard. Mais je l'ai mis en action. Je sais que jusqu'au bac, on peut continuer dans un format normal. Après, faut assez vite valider ses études parce que on rentre dans des schémas professionnels et tout le temps qu'on ne consacre pas à l'entraînement ou à sa récupération ou investir dans de nouvelles compétences pour progresser, c'est du temps qu'on prend en retard par rapport aux autres athlètes et du coup, dans un milieu compétitif, on est obligé de choisir. ouais. Alexis nous demande dans le chat si tu es pentathlète à plein temps. Donc, tu as sous-entendu que oui. Du coup, comment ça s'est un peu structuré au niveau professionnel pour toi? Quand est-ce que tu as compris que le sport, ça pouvait être un vrai métier, entre guillemets? C'était quoi un peu ton cheminement là-dessus? Donc, j'ai vu que que ça pouvait être un métier. Je l'ai vu avec les sportifs pros qu'il y avait autour de nous à l'INSEP, en athlétisme, dans d'autres sports, qui vivaient leur vie. Ça, moi, j'ai pris un peu les devants. J'ai arrêté tout complètement en 2013 parce que je voulais tenter la qualification pour les Jeux en 2016. Donc au début, j'ai commencé, mais je gagnais rien. C'était que mes parents qui me finançaient. Mais ça m'a encore plus motivé. Je me suis encore plus bougé pour avoir mes premiers résultats. Et en 2015, j'ai eu la chance de signer avec l'Armée de Champions, qui accompagne aujourd'hui 150 athlètes français, sportifs d'hiver et sportifs d'été. Et donc, du coup, ça a été mon premier partenaire, l'Armée de Champions. Après les Jeux en 2016, j'ai la société d'autoroute APRR qui m'a accompagné. Après, j'ai EDF qui m'accompagne maintenant depuis un an. Donc après, ça a grossi au fur et à mesure de mes résultats, de mon avancée dans ma carrière et aussi des bonnes ententes parce que j'ai gardé tous mes partenaires avec lesquels j'ai démarré. Parce qu'on arrive à co-construire aussi et les dynamiques que je mets moi pour m'entourer d'experts, pour aller chercher plus loin, pour gérer le stress, finalement, c'est des compétences que des cadres ou des gens ont besoin d'entreprise. Et donc aujourd'hui, à côté des entraînements, j'interviens aussi en entreprise pour parler de comment moi je mets ça en place, quelles difficultés j'ai eues, parce que c'est pas facile tous les jours non plus. Mais ouais, avoir ce discours un peu sport, un peu différent. Et avec APRR, je suis chargé aussi de faire la promotion du sport en entreprise, donc amener une démarche un peu plus sportive en entreprise, que ce soit par la nourriture, que ce soit par démarrer l'activité physique, qui ne seront pas tous sportifs professionnels, mais déjà bouger un peu plus, un peu mieux chaque jour pour mieux vivre. C'est des petites choses. En tant que sportif, on est des haut-parleurs pour ça, c'est notre vie et du coup, c'est des compétences qu'on développe assez naturellement. Et du coup, c'est comme ça qu'on travaille avec nos partenaires et c'est eux aujourd'hui qui me permettent de vivre ma passion et qui me permettent de continuer à investir dans des stages, dans des nouveaux experts. Et donc ça se travaille. C'est pas un dû. Moi, j'avais entendu des sportifs qui attendaient dès leurs premiers résultats d'avoir, je dois avoir des sponsors, est-ce que j'ai des résultats? Mais une entreprise, elle est aussi dans une logique économique et un sportif qui est juste là pour demander mais qui apporte rien à une entreprise, ça sert à rien. Et c'est là qu'on plus s'inspirer du système américain où des jeunes, tout de suite, ils racontent leur histoire, pourquoi ils sont venus au sport, quel est leur projet. Et du coup, moi, je me suis beaucoup inspiré du côté un peu américain de vouloir raconter mon histoire, pourquoi j'ai grandi dans le sport, pourquoi je continue d'avancer, qu'est-ce qui me motive, comment je continue de progresser. Et du coup, en avançant comme ça progresse tranquillement. C'est quelque chose qu'on t'apprend ça? Parce que finalement quand on est jeune, on sait pas forcément aller, chercher un sponsor, aller chercher un partenaire. Peut-être que des fois c'est eux qui viennent à vous aussi, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on t'explique finalement? Non, c'est quelque chose qu'on ne nous explique pas du tout. Il n'y a pas de diplôme là-dessus. Moi, j'ai eu la chance, parce qu'il y a un bel événement autour du sport, c'est les Étoiles du sport, Mmh mh. qui a été créé par Benoît Heineke et Sébastien Foucras. Et c'est des temps, en fait, où une fois par an, il y a 20 parrains qui sont élus dans 20 sports différents et qui parrainent des futurs espoirs de leur sport. Et j'avais eu la chance en 2013 d'avoir été sélectionné avec Elodie et on avait parrainé Adèle Stern,
une jeune athlète de notre sport. Et là, dans le cadre des étoiles du sport, il y a des professionnels, des entreprises qui sont là. Et on a des conférences, on a des entretiens, et là on apprend avec des juristes, avec des sponsors qui viennent nous expliquer ce qu'ils recherchent chez les sportifs, quelles sont nos compétences sur lesquelles on peut s'appuyer. Ça nous aide à faire des bilans de compétences, et du coup c'est via ces événements-là, en m'intéressant un peu plus, en allant creuser un peu plus la question, que j'ai appris que j'ai fait des erreurs, mais surtout aussi en échangeant avec d'autres sportifs, comment ils faisaient. Il y a beaucoup Alain Bernard qui le fait très bien, et puis prendre le temps de discuter en fait. Ouais. Discuter, échanger, il faut être assez ouvert, et puis mais non, ça se fait pas en un claquement de doigts. On essuie beaucoup de refus et peu de réponses positives, mais c'est comme dans le sport. J'ai plus perdu des compètes que gagné des compétitions. Donc on avance, on donne le meilleur chaque jour, et comme ça, il y a des histoires qui se créent. Et puis avec la PRR, quand j'avais rencontré le directeur de la communication qui avait accroché avec mon profil, avec mon histoire, on a commencé à écrire l'histoire ensemble avec la PRR, et c'est ça qui est assez sympa parce qu'on peut écrire des belles histoires. Et à chaque fois, ma volonté, ça a été de dépasser le sport. Je suis pas là pour faire du sport forcément à tout le monde, mais simplement pour dire, moi, je suis passionné de sport. Mais même en entreprise, je pense que quelqu'un qui est passionné de musique, qui est passionné d'une art, pouvoir le mettre en avant, pouvoir en parler avec ses collègues, échanger, c'est un plus qui fait être mieux en entreprise, et du coup, qui motive. Et c'est des choses qu'on essaye d'impulser à notre échelle. Ok. Tu parlais de Romain Canon tout à l'heure pour l'histoire des premiers JO, que parfois ça pouvait aussi bien se passer comme par magie un petit peu. Justement, lui c'était une des belles histoires Par côté magie, français non. de. Il n'y a pas de Alors magie j'attends dans ta le sport, réponse c'est du avec le travail. décalage. Comme dans un rêve, on va dire. Ah oui. Du coup, donc tu parlais de lui pour dire que des premiers JO peuvent aussi être autre chose qu'un round d'observation et préparer la suite, on va dire. Je sais que c'est beaucoup de travail, le par magie, c'était pas la bonne expression. Lui, justement, il a pris la parole depuis son retour des JO parce que il pensait sur le côté sponsor que ça allait se passer beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement, et qu'il s'est rendu compte que, en fait, pas forcément, qu'il n'a pas forcément été plus démarché qu'avant, et que ça peut être, même quand tu es au top niveau dans ton sport et qu'en plus tu as été assez marquant pour le grand public, en fait, c'est toujours la galère, quoi. Ouais, c'est vrai que ça dépend de la personnalité de chaque athlète, mais c'est aussi un travail de fond sur des années, pour arriver à avoir des partenaires. Et c'est aussi plus difficile en France parce qu'il y a moins ce côté-là où une entreprise se dit, putain, t'es un jeune athlète, j'ai envie de t'accompagner et je vais avoir des aides pour. Les entreprises sont aidées à hauteur de 66% de ce qu'elles donnent aux sportifs, elles peuvent le déduire de leur imposition. Mais là, surtout en vue des Jeux, ce serait intéressant de le pousser à 100%, pour qu'il y ait un vrai engagement et qu'il y ait une vraie volonté des entreprises de s'associer à des sportifs, mais aussi à des passionnés, parce que je pense qu'un jeune qui est brillant dans un conservatoire de musique, pour pouvoir se donner la chance de briller à l'international, s'il avait des mécènes, des accompagnateurs très tôt, il pourrait le faire. Mais là encore, c'est des questions philosophiques. Est-ce qu'on en veut vraiment en France de la réussite? Est-ce Ouais. qu'on a envie d'avoir des gens qui brillent, qui réussissent, ou est-ce que c'est mal vu de réussir? Voilà, je pense qu'il y a des freins aussi là-dedans qui n'aident pas forcément, et du coup, c'est ça qui rend les démarches plus difficiles en tant que sportif, mais pour tout le monde. Laurie, je ne sais pas si tu avais une question. Ah oui, j'attendais de savoir si tu allais reprendre la parole vu qu'il y a J'ai toujours tellement pas envie de vous décalage. couper la parole que parfois il y a des petits blancs. Non, j'avais une question. Tout à l'heure, tu as évoqué le travail à l'INSEP avec une chorégraphe et une psychologue. En quoi finalement ça a pu t'aider, ces deux métiers-là, pour toi, pour ton sport, pour ta pratique? Déjà, moi, le travail psychologique, je l'ai vu après les Jeux en 2016, en fait, où je reviens des Jeux et j'avais pas réussi à gérer la pression, j'avais pas réussi à gérer l'environnement autour.
Et du coup, au début, je pensais à de la préparation mentale. Mais assez vite, Mhm. je me suis rendu compte que la préparation mentale, c'est un petit registre de la psychologie. Et que travailler avec une psychologue, on peut encadrer beaucoup de champs de compétences. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec Myriam Salmi, la psychologue, qui travaille entre autres aussi avec beaucoup de grands sportifs, avec Teddy Riner depuis des années. Mais du coup, ouais, ma volonté, c'est de commencer à travailler avec elle et je vais travailler avec elle comme je vais travailler ma natation. J'y vais Ouais. pour développer des nouvelles compétences. Donc, c'est pas juste des astuces pour apprendre à mieux respirer, gérer le stress, mais c'est s'accompagner dans la vie de tous les jours à mieux vivre. Moi, mon projet sportif, je le vis aussi avec ma compagne. Donc, on s'entraîne ensemble, on vit ensemble. On a le même objectif et qui est juste l'objectif le plus haut de nos carrières. On doit aussi, on doit pas attendre 60 ans pour avoir nos objectifs, on doit très vite performer. Et je pense que c'est pour ça que le travail mental est primordial pour développer ses compétences le plus rapidement possible, en fait. Peut-être travail psychologique dans la vie de tous les jours, j'aurais peut-être mis 15 ans ou 20 ans à l'acquérir. En Ouais. psychologie, en 3-4 ans, avec un travail régulier, on peut acquérir les mêmes compétences, cette maturité-là. Donc le travail psychologique, ouais, a été primordial pour ça. Pour gérer aussi en 2016 le fait que je voulais des entraîneurs extérieurs. Donc Mhm. je me mettais à gérer une équipe, à gérer des grands entraîneurs, donc des égos aussi, des personnalités différentes. Et je voyais que j'avais pas les compétences, j'étais pas cadre, je n'étais pas formé là-dedans. Et l'aspect psychologique a beaucoup aidé pour avoir une vision systémique, à la fois aussi quand j'étais avec mes entraîneurs, quand j'étais avec mon OTN, ma fédération, mon club. Et tout ça, c'est des compétences que j'ai développées via la psychologie. Donc, c'est des choses que je travaille au quotidien, que je continue à travailler pour la suite. Et moi aussi, je travaille avec Armelle Van Eeklo, donc, qui est chorégraphe, qui est professeur de danse. Et avec elle, je travaille l'optimisation du geste. Donc, c'est-à-dire en Ouais. escrime, ça va être faire les meilleures actions possibles en utilisant les muscles les plus utiles, pas utiliser mon corps complet. Et c'est assez intéressant d'avoir cette lecture, une prof de danse, parce que nous, en sport, quand on en chie, on a le droit de le montrer. En danse, une danseuse, elle est sur des pointes, elle a mal aux Ouais. pieds, elle doit garder le sourire, une posture. Et c'est plein de petits tips, plein d'accompagnements qu'on travaille ensemble, donc à la fois sur la lecture de mon corps et sur des délibans, sur être plus fluide dans l'action, parce qu'on le voit tous aux Jeux Olympiques, les athlètes qui réussissent, c'est hyper fluide, ça paraît facile. Et pour que ça paraisse facile, c'est énormément de travail en amont. Et moi, j'ai ressenti le besoin de travailler avec elle pour gagner cette finesse-là, cette fluidité-là. Et du coup, c'est intéressant de s'entraîner, de s'entourer d'experts comme ça qu'on n'aurait pas forcément pensé. Au début, on pensait avoir un entraîneur de natation, de course. Et finalement, il y a plein de champs de compétences autour de nous qui peuvent nous aider, nous accompagner, avoir de nouvelles compétences pour briller et continuer à progresser. Et c'est en discutant avec d'autres athlètes que tu t'étais rendu compte de ça ou justement en discutant peut-être avec elle, où elle t'avait dit: «Moi, je pourrais t'apporter, telle ou telle chose en plus»? Pour Myriam, j'avais vu qu'elle avait sorti un livre, je l'avais lu et j'avais adoré la philosophie qu'elle me présentait parce que même moi, quand j'avais découvert la psychologie étant jeune, j'avais pas trop aimé, donc il fallait aussi trouver chaussure à son pied et la manière dont elle travaillait, la manière dont elle fait avancer me plaisait beaucoup et du coup, il y a eu l'accroche aussi parce que un psychologue, il faut aussi qu'il nous convienne. Et du coup, ouais, ça a été en s'entourant, en voyant aussi d'autres sportifs qui réussissent, de qui s'entourent. Moi, je sais que je suis très curieux de nature. Donc, quand je regardais Teddy Riner, quand je regardais les autres athlètes, la Gigi Doucouré, je me dis, mais ils font quoi en plus de l'entraînement? Ah, ils partent à l'étranger. Ah, ok, pour ça, pour ci. Ah, mais ils ont des psychologues. Ah, mais ils travaillent avec une prof de danse. Mais pourquoi? Et c'était avec la curiosité, en creusant un peu, en ayant la chance aussi d'avoir un relais avec les médias où il y a des temps où ces personnes-là discutaient de ce qu'elles faisaient avec les athlètes. Et donc, du coup, c'est en s'enrichissant comme ça au quotidien que j'ai découvert des nouvelles possibilités pour progresser. OK, d'accord. Bah, super. Martin, est-ce que tu veux intervenir? On aura Martin dans 10 secondes. Oui, écoute, moi, alors une chose, ça me rappelle un extrait. On va parler de beach volley du coup dans cette émission aussi avec Alexia, et j'ai un souvenir d'un documentaire de Canal, je crois. Alors intérieur sport ou sport reporter, je sais plus. Et c'était une paire de beach volley qui bossait avec un violoniste.
Et donc voilà, c'était une petite image qui m'était revenue en tête comme ça, ton travail avec la danse me faisait penser à ça. Je te pose une question qui vient du chat. On veut savoir si à l'INSEP, du coup, vous êtes accompagné vers ce genre de partenariat, donc plus au niveau sponsoring. Globalement, est-ce que, comme Mariam Salmi, du coup, travaille aussi via l'INSEP, est-ce que l'INSEP, c'est quelque chose qui peut un peu canaliser ces envies-là aussi, te donner accès à des pôles de compétences et de connaissances un peu différents et des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé spontanément? Ouais, c'est des nouvelles possibilités qui sont offertes à l'INSEP depuis maintenant 6 ans avec le pôle performance, où il y a plein d'experts dans leur domaine qui sont mis à disposition des sportifs ou des fédérations qu'en ont les besoins. Et du coup, bah, c'est grâce à l'INSEP à Paris, mais aussi au réseau Grand INSEP partout en France, qu'on a la chance de travailler avec ces professionnels, parce que sinon, j'aurais jamais rencontré Armel ou Myriam. Et du coup, c'est via des ententes avec eux, avec des collaborations qu'on a cette possibilité-là de travailler avec des experts. Après, sur la partie partenariat, c'est pas la mission de l'INSEP, c'est pas la vocation, comme c'est un corps d'État, c'est pas la vocation de trouver des partenaires. Mais ça y vient sur, je pense, des formations qui vont se mettre en place dans un petit moment, mais pour accompagner aussi l'athlète sur les à côté, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan de vie perso, parce que c'est une vie complète. Là, on l'a vu à l'INSEP maintenant avec beaucoup l'accompagnement sur toutes les femmes qui ont envie d'être, des sportifs qui ont envie d'être mères pendant leur carrière, qui ont envie d'être accompagnées là-dedans. Et il y a des possibilités qui se font aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui avancent, moi, que je trouve ça génial, parce qu'il y a quelques années, c'était pas possible, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, bah, on a la possibilité d'être sportif, de pouvoir être enceinte, de pouvoir être accompagné pendant, après aussi. Et ça, c'est génial parce qu'avant, bah, quand on voulait être enceinte en tant que sportif, ça signait la fin de sa carrière. Et du coup, c'est des choses géniales. On avance, on progresse. Donc, ouais, il y a du progrès. Alors, j'aimerais bien à chaque fois que ça se fasse plus vite, mais il y a du progrès et il faut le souligner parce que c'est génial et il y a une vraie volonté. Donc, il y a des gens derrière qui travaillent tous les jours pour ça. Et du coup, ouais, c'est bien d'être dans des grandes institutions comme l'INSEP pour avoir la chance d'avoir tout ça, ouais. Tu as parlé de beaucoup de rencontres depuis qu'on aborde un peu ton parcours. Quelle a été là où les rencontres vraiment les plus marquantes pour toi? Est-ce que tu peux te dire, ok, ce moment-là, il a changé ma vie, c'est peut-être un peu fort, mais il a été vraiment porteur dans ma carrière et il s'est passé un truc et tu dis, là, c'est un tournant. Bah, je pense qu'assez jeune, quand j'étais un peu turbulent à l'école et qu'on me faisait comprendre que l'école, c'était pas forcément ma place, mais que je devais y rester, je pense que j'ai commencé à nourrir cette envie de faire autre chose différemment, parce que je me reconnaissais pas dans simplement aller à l'école, j'avais besoin d'autre chose. Je savais pas quoi, je l'avais pas défini, mais je pense que c'est comme ça que j'ai nourri mon envie de vouloir faire du sport. Après, j'ai eu la chance, où des fois à l'école ça se passait pas bien, de pouvoir commencer à être dans le sport, d'avoir des entraîneurs qui m'ont tout de suite encouragé, qui m'ont tout de suite accompagné, d'avoir des copains à l'entraînement, des amis aussi dans les clubs. Et du coup, bah, même quand ça se passait pas très bien à l'école, bah, au club ça se passait bien, avec ces amis-là ça se passait bien, donc ça me faisait une petite vie à côté. Et du coup, en prenant beaucoup de plaisir là-dedans, bah, c'est ça qui a nourri mon envie de pousser plus loin. Et finalement, à prendre tellement de place pour que bah, les moments à l'école, ça diminue. Et finalement, que le sport, bah, ça amène des meilleurs moments à l'école et que ça fluidifie tout ça. Et c'est ça que je trouve génial dans la vie, c'est que bah, en étant jeune, il n'y a pas juste aller à l'école, mais il y a développer une passion à côté. Bah, ça nous permet de pouvoir grandir, de pouvoir se créer un cadre qui est propice, qui est bienveillant et du coup, je pense qu'avoir la recherche de ça, c'est assez cool et c'est assez stimulant. Donc ouais, je pense qu'il y a cette envie-là, cette incompréhension d'abord étant jeune à l'école. Il y a eu mes premières rencontres avec mes entraîneurs qui ont cru en moi, qui m'ont poussé, qui m'ont dit non, t'es pas nul à l'école, c'est toi, tu as besoin de te dépenser. Donc il y a aussi bah, mes parents, mon père qui a pris le choix, non, non, il va pas aller voir un psychologue, il va se mettre au sport. C'est plein de gens qui, au lieu d'aller dans le discours commun, il est en difficulté, on va. Non, 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 c'est autre chose. Il a besoin d'être compris, mais différemment. Il a besoin de travailler différemment.
Et c'est cette ouverture-là que j'ai dû commencer déjà à développer sur aller chercher autrement ailleurs. Et puis après, en continuant à être curieux au fur et à mesure, c'est des rencontres de tous les jours, en fait. Ça va être des rencontres aux étoiles du sport avec des athlètes handisport. Ça peut être, mais un peu partout. Ça peut être une rencontre à l'aéroport. C'est dans l'instant, il y a des gens, à un moment donné, je pense que la vie est bien faite. On fait les bonnes rencontres au bon moment. Et il y a des gens par des petits mots. Je pense que je les ai croisés une fois dans leur vie. Je les recroiserai jamais. Mais quelques phrases, quelque chose, manière que j'ai vu d'eux où ils avaient forcément rien pour démarrer dans la vie et je les voyais heureux. Je les voyais à fond dans des projets. Ça m'a piqué. Ça m'a dit, ouais, moi aussi, j'ai envie de ça, ma vie. J'ai envie de la vivre comme un champion dans mon domaine. Et je pense que c'est cette envie-là. Et c'est ça aussi qui m'aide aussi, je pense, sur le jour où je vais arrêter ma carrière. Aujourd'hui, je mets à fond tout ça dans le sport, mais demain, ça sera pour une autre envie. Et je pense, ouais, c'est un mind, c'est une façon de vivre que j'essaye de cultiver au quotidien. Bah franchement, Martin, est-ce qu'on pourrait pas Je vois que conclure la bouger, là-dessus? bon, j'y retourne. Ah, je sais pas. Mais si je bouge! Moi, j'avais quand même C'est une ta faute, dernière Martin. question à poser parce que on parle d'entourage, on parle de tout ça. T'es forcément très lié à Elodie Plouvel, qui est ta copine et à la fois une pentathlète de très très haut niveau, vice-championne olympique à Rio, qui est un petit peu plus âgée que toi. Vous êtes, je crois, rencontrés par le pentathlon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est de partager ces projets à deux? Et voilà, est-ce que c'était prédestiné en fait entre vous? Comment ça s'est fait? Non, c'était pas du tout prédestiné. On s'est croisés, on a été longtemps amis, et puis finalement, on s'est mis ensemble parce qu'on était plus qu'amis. Mais ouais, dans des personnes importantes que j'ai croisées dans ma carrière, elle en fait bien partie parce qu'en 2016, au championnat du monde, ça faisait longtemps qu'en France, il n'y avait pas eu de podium, et encore moins chez les hommes. Depuis 1998, il n'y avait pas eu un homme qui avait été capable de monter sur le podium en individuel. Et la veille de ma finale, je la vois devenir vice-championne du monde et du coup me montrer que c'était possible. Et du coup, je crois que ça a été la première à m'inspirer sur le fait que ça soit possible, que je ne vais pas juste en compétition en donnant le meilleur et que j'arrive 10e, 20e, mais que non, non, on va aller la chercher et c'est possible. Et tous mes premiers podiums à l'international, je suis allé les chercher juste après elle. Donc je pense qu'elle m'a vraiment ouvert les portes et elle m'a ouvert le champ des possibles. Et ça, bah ouais, c'est fort, quoi. C'est des petites choses qui marquent. Et du coup, on essaye de se nourrir comme ça aussi dans notre couple. Et après, moi, je l'ai accompagnée sur les côtés en équitation. Ouais, elle avait peur du cheval, elle avait eu un mauvais passif en équitation. Moi, j'adorais l'équitation. Je lui ai appris à mieux connaître les chevaux, à mieux appréhender cette épreuve-là, à appréhender le cheval. Et elle, en natation, je sais que j'avais des blocages, je pensais pas être bon en natation. Elle m'a fait sauter tous ces verrous. Donc, on essaye de s'apporter mutuellement. Et quand on est dans cette dynamique-là, même en tant que couple, c'est super agréable de se sentir porté dans ses projets, de se sentir aidé et d'avoir un projet commun comme ça, de vouloir réussir tous les deux. Ouais, c'est juste unique. Aujourd'hui, ça paraît facile, c'était prédestiné, mais en fait, pas du tout. C'est un travail de tous les jours, ça se construit et puis ouais, c'est assez génial. Ouais. Quand on se pose un peu, quand on regarde derrière, on fait ouais, c'est cool le chemin qu'on parcourt, quoi. J'imagine que peu de temps avant les Jeux, c'est peut-être difficile de parler d'autre chose que de ça, non? Ouais, on arrive à faire la part des choses. Après, ouais, quand on arrive à un objectif comme ça ultime avant les Jeux, on a aussi l'envie de pas déranger l'autre dans sa Mmh. préparation. Et je sais que 2 mois avant les championnats du monde, on dormait quasiment plus ensemble. Parce que une nuit où il y en a un qui dormait moins bien, on avait peur de gêner l'autre ou vice-versa. Et en fait, c'est du respect, c'est de la confiance qu'on a l'un envers l'autre. Et c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis voilà, ouais, il y a des moments où c'est plus dur. Mais je pense qu'on a la chance de bien se connaître aujourd'hui, d'avoir confiance en l'autre et d'avoir les bonnes personnes aussi, parce que notre psychologue, elle nous suit aussi à travers notre couple. Elle a des Mmh. formations en psychologie de couple. Et c'est des choses très importantes parce qu'on voit aussi des couples de sportifs exploser assez rapidement. Et je pense que c'est des compétences qu'on est aussi obligé de développer pour qu'un couple réussisse et perdure.
mais pas que dans le sport, dans la vie de tous les jours. C'est des choses, des compétences de couple qu'on a besoin de développer. Et on a la chance aussi de vouloir travailler comme ça dans notre couple. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de voir un avenir ensemble pour l'instant. Ah ouais, d'accord, ok. Ben voilà, un petit peu d'amour pour terminer, c'est parfait. Voilà. Martin, est-ce que tu veux terminer cette émission? On n'a pas dit, mais Martin, il est en Islande, c'est pour ça qu'il est loin pour la Ouais, non, mais... écoute, j'attendais de voir si tu prenais la main ou pas. Ouais, c'est ça. En plus, vous savez quoi, on est vraiment pas loin. Hein. On est tous à 10 km à la ronde, je pense même pas. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, la prochaine fois, on fera en studio, on fera ça bien, comme ça, il n'y aura pas de... C'est vrai qu'on devrait y penser. Pas de délai, rien du tout. Valentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Valentin, c'était super. Soirée, bonne continuation. C'était toujours un plaisir. Laurie aussi pour la grande première. Oui. C'est magnifique, j'ai bien écouté. Franchement, c'était magnifique. Des petits problèmes d'image. À un moment donné, je ne vous voyais plus. J'ai fait super. Merci Laurie, merci Martin. C'était vraiment cool de partager. Oui, mais ça, tu sais, je crois que ça va nous suivre encore quelques émissions, ça, les petits problèmes techniques. À très bientôt, Valentin, du coup. On se retrouvera dans une prochaine émission. On prendra tes nouvelles aussi. Désolé, forcément. Valentin, je t'ai coupé la parole. Savoir comment ça avance, voilà. Puis Martin va s'excuser dans 2 minutes parce qu'il m'a coupé la parole aussi. Et puis du coup, voilà, on va laisser juste le mot à Martin qui va pouvoir couper le direct. Je te laisse terminer. Ciao, merci. Salut.